Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 5 juin 2024, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 195, en duplex depuis Barcelone. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Hola a todos, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger les tapas, de boire de la sangria ou de profiter de la playa en mode chicha. Oye, sa papaya. Notre promesse décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, retour sur ShopTalk Europe 2024, l'événement e-commerce de référence en Espagne, mais pas que, puisque c'est aussi un événement et avant tout européen. On vous fait le récap de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. LCDE en mode auberge espagnole, c'est parti. Laetitia. Adrien. Prêt. Synchronisation des montres. Alors Laetitia, on l'avait couvert l'année dernière, mais on va le recouvrir cette année. Ce salon ShopTalk, et particulièrement l'édition d'Europe, c'est qui est derrière cet événement? C'est quoi cet événement et il y a qui derrière? Alors cet événement, c'est comme je le disais en introduction, l'édition européenne de ShopTalk. ShopTalk, derrière, on a Hive Events, c'est un très gros organisateur d'events. Ils organisent entre autres Grocery Shop, qu'on a couvert notamment à Las Vegas à l'automne dernier. Ils font également ShopTalk, mais version US à Vegas. Ils font la même version, mais la version Fall, donc automne, qui aura lieu à Chicago. Et puis une autre version, Spring à Vegas, pour le Spring prochain, pour le printemps prochain. Des gens gentils, hein, comme on les aime. On les adore. Non, franchement, ils sont gentils. Ils nous mettent en avant dans le podcast. Ouais, ils sont gentils, ils nous reçoivent bien. Il y a à boire, il y a à manger. Il y a à boire, il y a à manger. On va en parler après de la bouffe et des brunchs. Alors, parle-nous un peu de cet événement en termes de taille. C'est quoi? C'est un événement à taille humaine, on est plusieurs dizaines. C'est, moi, je suis NRF, contente parce que pour une fois, je ressens pas le monde qui m'écrase comme ça, comme on a pu le ressentir sur ces derniers événements. Non, mais attends, tu peux marcher sans qu'on on te marche sur les pieds et même si c'est le cas, franchement, les gens, ils s'excusent. Ce qui n'est pas le cas dans tous les événements. Parce que là, a priori, on serait environ 4000 personnes. Je pense que c'est vrai, le lieu est quand même assez grand. Enfin, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on est 4000? Peut-être un petit peu moins. Bref, ça se sent pas. C'est organisé autour, comme d'habitude, hein, vous avez des stands qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et puis surtout, il y a plus de 50 sessions avec des talks très importants. Et cette année, moi, ce que j'ai remarqué, je le redirai tout à l'heure, c'est quand même pas mal de marques internationales qui viennent et des belles marques. Ce que j'aime bien, on l'entend dans le nom ShopTalk par rapport à NRF, par exemple, ou d'autres salons, c'est très e-commerce digital. Enfin, moi, ça me plaît. Il n'y a pas de robots, des trucs de colis, etc. Exactement. Donc, les allées sont propres. Hein. Eh bien, il y a rien qui vient t'encombrer. C'est très métier, finalement. C'est pas tech à fond. Voilà. C'est très métier, comme tu le dis. Tout est orienté autour du digital et du magasin. Et puis, talk, parce qu'on parle que de ça toute la journée. Et du coup, c'est quoi un peu les thèmes, les tendances ou les gros thèmes de cette édition? Les gros thèmes de cette édition, et je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils ont annoncé: l'intelligence artificielle, la customer journey, la brand power et le unified commerce. Donc en bon français, l'intelligence artificielle, le parcours client, l'attachement à la marque, ou alors le pouvoir de la marque, et puis le commerce unifié. Bon, les sujets dont on parle depuis 5 ans, non? C'est ça, dont on parle depuis 5 ans. Pourquoi il faut en parler en 2024? Et c'est comment est-ce qu'on en parle en 2024 ok. Non, spoil pas, c'est tout ce qu'on va découvrir justement dans cet épisode. Tu avais d'autres choses à nous partager sur un peu l'audience? Peut-être c'est ça, c'est international, c'est espagnol, c'est quoi? C'est international, c'est pas très espagnol en Finalement, réalité. pas trop, ouais. Absolument pas. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure... Adrien, quand on était que tous les deux. C'était quoi? Tu dis tellement de bêtises, je sais pas si j'ai le droit de mais non, mais en fait, c'est la réunion des Anglais et des Américains, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont là, à Barcelone pour faire la fête. Parce que ça parle beaucoup plus anglais qu'espagnol. Ou même portugais, puisqu'on est quand même dans la région Iberia. Mais non, il y a quand même des Français, malgré tout, quelques Italiens, un peu de Nordiques aussi, mais la réalité, c'est beaucoup plus anglophone, anglo-saxon en tout cas, que ça pourrait y paraître. Est-ce qu'il y avait des Frenchies à part nous? Oui, il y a des Français et puis que des gens qu'on connaît. Voilà, rien de nouveau. L'humilité de la nana. Non, mais tous les Français qui là, je les connais. Mais non, mais on les connaît, quoi. Voilà.
Je suis pas d'accord. Bon, t'as rencontré des gens nouveaux, oui, toi? encore aujourd'hui, là, le Botify. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, vrai. ouais. En fait, si on se connaît, mais on se connaissait. Enfin bref, oui, ok, d'accord. Mais c'est comme partout, dès qu'il y a des Français, ils restent entre eux. Et puis voilà, t'as le sentiment de les connaître depuis des années. En fait, il y a plus de Français en dehors de l'événement à Barcelone qu'ici, quoi. Enfin, non, mais Français, j'ai repris les chiffres de l'année dernière. Alors, je suis allée sur leur site et a priori, l'année dernière, ça confirme ce que je disais. Il y avait quand même 28% de personnes qui venaient du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. 16% du monde ibérique, Spain, Italie et Portugal. 12% France Benelux. Je pense qu'on on est peut-être un petit peu plus nombreux. La région d'Ar, il y en a quand même pas mal cette année, des Allemands. 8% USA, je peux pas le croire. Et les Américains étaient vraiment partout. Le reste du monde ont 13%, je sais pas trop. Non, on voit pas beaucoup d'Asiatiques. Moi, j'ai pas vu de Brésiliens. Les gens qu'on pourrait voir sur NRF. Scandinavie, ouais, il y en avait. Bon, bref, c'était l'année dernière. Cette analyse démographique va bien trop loin. Je pense que franchement, ça a doublé. Non, on est bien sur du 50% UK, Adrien. D'accord, ok. Et c'est surtout qu'on est en fin de 3e journée, on est très fatigué. Donc là, écoute, je vais faire le lancement de notre premier invité. C'est Ronan Bardet qu'on a eu il y a quelques années au micro. Je crois que c'était la première année. C'est un Français qui habite à Barcelone depuis plus de 20 ans. C'est une figure locale ici. Il est très important. Et il connaît tout le monde, il nous connaît nous. Et puis on a échangé quelques minutes, un peu on a parlé de son avis sur le salon, de ce qu'il fait ici et des startups qui l'accompagnent. Et j'ai le plaisir d'être avec Ronan. Coucou Ronan. Salut Adrien, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Ronan, on t'a déjà eu au micro il y a quelques années, je crois que c'était la première année. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, ce que tu fais? Avec plaisir. Ronan Bardet, donc spécialiste e-commerce depuis 21 ans à Barcelone. Et mon métier, c'est d'accompagner les techs du e-commerce tech, martech, adtech sur le marché espagnol. Et ce qui est ouf, c'est que t'es français, t'es arrivé il y a 20 ans, c'est moi qui te fais ta bio, tu vois. Et t'es monsieur e-commerce en Espagne, t'organises des événements, etc. Tu fais plein de trucs. Ouais, je me suis bien positionné sur le marché espagnol, effectivement, comme un espèce de connecteur, animateur de ce marché-là. Ouais. Pour rigoler, tu vois, des personnes me disent que t'es le Adrien français, enfin espagnol, et puis plus vieux encore. que je suis le truc. J'ai quand même 21 ans. Oui, mais ça fait 20. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que t'as monté. Qu'est-ce que tu fais là sur ShopTalk? T'as un stand ici? Ouais, j'ai un stand ici avec donc des startups dans mon accélérateur de startups EGI Booster. Donc, on a ramené 3 startups qui participent au programme et qui sont du coup enchantés d'être là pour choper des clients et nous aussi d'ailleurs pour choper des techs. Ronan, justement, c'est quoi les 3 startups en vraiment 10 secondes chaque startup? C'est quoi le nom et qu'est-ce qu'elles font? Écoute, on a Flair, donc une startup anglaise qui va targeter plutôt du D2C Shopify et qui va faire donc de la vente. La prévente. Exactement, la prévente. Donc Flair, F-L-A-R-E. Je sais pas, faut le taper dans le Google. Les startups comme ça, tu tapes dans Google, tu trouves rien. Mais bon, okay. On mettra les liens sur. Ouais, c'est ça, on mettra en commentaire. Deuxième startup, c'est quoi? La deuxième, c'est une startup espagnole qui s'appelle Enzo, qui est donc en fait qui fait du générative commerce, personnalisation en real time, client, qui va créer une landing page spéciale. Ok, ça j'y crois pas, donc je vais aller les voir. Justement, juste après toi, tu vas me le montrer. C'est vachement intéressant ce qu'ils font. Okay. Il est juste là le mec. La promesse est ouf, mais j'attends de voir parce que j'avais vu des trucs aux US et ça marchait moyen. C'était un peu bullshit PowerPoint. Hyper intéressant. Market fit encore à définir, je suis d'accord avec toi. Troisième. Et la troisième, c'est Flocker, c'est une startup anglaise, un fondateur qui a plus d'expérience que moi en e-commerce, 24 ans d'expérience en e-commerce, et qui propose un feature de social proof. En gros, c'est tout con. C'est ce produit a été acheté plus de 20 fois dans les deux dernières heures. Ça cartonne. On est en 2024 et ça cartonne. Ok. Non, mais sans blague. On le présente. Non, des fois, les trucs low-tech, c'est ce qui veut les trucs simples. À tous les retailers auxquels on l'a présenté pendant notre programme d'accélération, il a fait un POC avec toutes les startups. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Voilà. Ok. Écoute, bien joué pour les avoir retrouvés. On termine là. Alors, ShopTalk, comment tu sens cette édition? Il y a des choses que tu as apprises. Il y a eu t'as des takeaways particuliers sur cette édition? Écoute, franchement, je suis pas la bonne personne pour te donner mon insight sur le contenu. J'ai pas fait une seule conf. Mais les discussions que tu peux avoir, du coup, avec les gens, t'es content ou pas? Je suis super content. Alors, en général, super expérience. Pour moi, c'est super cool. J'ai plein de contacts au niveau européen, des Anglais, des Israéliens, des Italiens, des Français. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion, tu vois, une fois par an, de voir tous ces gens-là, de garder le contact, de se voir physiquement. C'est très sympa. Un peu de newbies aussi. Voilà, donc super bien. Ronan, c'est un événement espagnol, un événement South Europe, enfin Europe du Sud, ou un événement européen ou mondial? C'est européen. On est d'accord. Il y a plein d'Allemands, il y a plein d'Hollandais. Alors attention, il n'y a pas beaucoup d'Europe du Sud. Je suis étonné, j'ai pas eu beaucoup d'Italiens ou d'Espagnols. Très peu d'Europe du Sud. Après, tu vois le prix prix du ticket. Forcément, High Group, ils sont basés en UK. Mais non, c'est européen, carrément. Ouais.
Ok, bah écoute, comment on fait pour en savoir plus, Ronan, sur ton actu ou sur ce que tu fais? Ben écoute, sur LinkedIn, Ronan Bardet, voilà, on peut le trouver là. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez aussi vous enregistrer sur ma newsletter Digital Commerce que j'envoie toutes les semaines en anglais, un petit pot pourri de news du secteur. On met tous les liens. Merci beaucoup. Bonne fin de salon, Ronan. Merci ciao, à toi. À très vite. Adrien, on va revenir sur les 4 thèmes de ces 3 jours de conférence. Le premier, c'est l'intelligence artificielle dans le retail. C'est toi qui as tout couvert parce que moi, ça me saoulait. Donc, vas-y, raconte. J'ai dû faire très attention parce qu'il a fallu que je sois synthétique. Donc, je vais peut-être parler de 1% des choses que j'ai vues avant que tu me dises ce que c'est. Je suis boring. Écoute, il y avait de l'IA partout. Là, on est d'accord. Je vais malheureusement, je vais commencer à aller à la conclusion tout de suite. Micro-overdose. d'IA où il y en a vraiment à toutes les sauces, mais malheureusement avec pas beaucoup de pertinence. Tu as déjà ShopTalk qui t'explique en plénière les use cases pour l'IA, le Generative AI dans le retail, améliorer la productivité, améliorer l'expérience client et améliorer la créativité. Bravo, on est mi-2024. Mais c'est pas ce qu'ils avaient déjà dit en octobre ou autre comme ça. Non, ils ont ressassé plein de slides de l'année dernière, je les ai reconnus, tu me l'as fait pas à moi. L'approche en 2 étapes pour la Generative AI, l'adoption. Donc, écoutez tous ceux qui essayent de convaincre leurs codir et de mettre en place une approche interne avec la gouvernance, les politiques, les outils et une approche externe pour mieux servir le client. Bravo. Vous allez sur Wikipédia, vous le trouverez en 5 minutes. Bon, je suis un petit peu méchant. Écoute, Laetitia, le deuxième jour, c'était une journée remplie de sessions autour de l'IA. Et c'était malheureusement très, très inégal. Je te donnerai mon avis sur le salon tout à la fin de l'épisode. Mais il y a une session du deuxième jour le matin avec des noms extraordinaires. Tu as Zalando, Pandora, Loewe qui échangent autour de comment utiliser l'IA dans la personnalisation. Eh bien, écoute, Pandora ne fait rien sur l'IA. Qu'est-ce qu'il fout on stage? Je ne sais pas. Ont été invités. Mais bon, tu amènes la personne de l'innovation, donc il est là pour t'expliquer ce qu'il aimerait faire. Donc bon, il fallait que ce soit la caution. Non, attends. Pandora fait rien, mais il aimerait faire, donc il te montre sur les slides ce qu'il aimerait faire. Il est allé sur Google Images pour te mettre 2-3 slides. Loewe, elle a pas un rond, donc elle t'explique ce qu'elle fait il y a 20 ans. Elle utilise un outil de personnalisation et puis elle va dire, je prends la donnée, j'utilise l'outil, je la centralise et je pousse des contenus faits avec des règles. Donc moi, j'ai fait Facepalm tout de suite. Et Zalando. Elle utilise une CDP, quoi. Mais non, mais pas du tout. Non, mais c'était sûr, c'était catastrophique. Et Zalando, par contre, la star. Donc, bravo à Tian Su, VP personnalisation et recommandation, qui nous expliquait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont 1 million de produits, 50 millions de clients. Ils ont lancé leur Zalando Assistant, qui est utilisé par 500 000 clients pour le moment dans 4 pays. Et ça permet de dialoguer. Bon, c'est un chatbot, mais attention, le chatbot, c'est dégueulasse. On l'utilise plus en 2024. Faut dire assistant. Donc, session très intéressante par Zalando, que tu l'appelles Shopper Assistant, Shopper GPT, etc. Pour moi, c'est la même chose. C'est un chatbot évolué. Je vais faire grincer des dents toutes ces solutions qui se lancent et qui t'expliquent qu'ils sont en train de changer le monde. Malheureusement, je me suis fait avoir, tu vois, erreur sur la marchandise. Dans le titre de la conférence, c'était écrit personnalisation et IA et c'était pas écrit Gen AI. Donc, en fait, ils ressortaient des trucs qui existent depuis 15 ans. Et on parle d'IA, on parle pas de Generative AI. J'ai pas appris grand-chose. J'ai trouvé ça un petit peu triste sur cette session. Peut-être une chose intéressante, c'est on t'explique qu'il faut embaucher des personnes et que ça sert à rien d'apprendre l'IA parce que ça change très vite. Il faut prendre des personnes qui sont capables d'apprendre à apprendre. Donc, ce concept où il faut des personnes un peu particulières. Mais bon, à côté de ça, tu vas virer 90% de tes équipes pour les remplacer. Donc, voilà, je sais pas si ça donne beaucoup d'espoir là-dessus. Donc, écoute, session de la journée avec beaucoup de sessions, mais on n'a pas appris grand-chose. Il n'y avait pas de trucs waouh comme sur certaines sessions. Et puis, le coup de j'ai lancé mon assistant, ça y est, ça a été vu et revu par beaucoup. Donc, c'est très bien qu'il y en a qui le lancent, mais malheureusement, pas grande d'innovation là-dessus. Et en termes tech, pardon, Etienne, en termes tech, il n'y a pas eu de waouh. Alors peut-être que je les ai loupés, mais bon, j'ai fait 50 fois le salon. Il y a des gens qui ont cru que je faisais partie du staff, tu vois, qui me donnaient leurs trucs pour les jeter. Un t-shirt, une ce que je peux vous aider, ils me demandent c'est où les toilettes, c'est où ce que je peux manger, etc. Non, mais bon, blague à part, je crois que j'ai vraiment saigné le salon dans tous les sens et malheureusement, j'ai pas trouvé de tech IA puissante qui m'a fait waouh. Laetitia, je sais que tu étais un peu distante sur tout ça, mais tu peux pas ne pas avoir vu même tes sessions parler de Gen AI parce qu'en fait, on en parlait partout. Tu l'as ressenti comment sur le salon? Moi, je suis pas comme toi. Moi, je trouve que justement, et on en parlait pas plus que ça, en tout cas dans les sessions auxquelles j'ai participé. Et puis la manière dont on en parlait, en fait, c'était bidon. C'était absolument pas pertinent. Donc en fait, la manière dont l'intelligence artificielle générative était traitée et appliquée à l'e-commerce, elle était mais complètement
ils étaient à côté de la plaque. Donc ça, c'est ma grosse déception. C'est les speakers, c'est le thème, c'est le salon, comment tu... Je pense pas que ce soit du speaker, parce qu'on avait quand même, moi en tout cas, j'avais face à moi des CDO, et panier de la dernière pluie, tu vois, c'est quand même des personnes qui ont un bon background et tout, mais hyper... ça restait en surface. Et en même temps, je crois qu'ils n'avaient pas envie de se mouiller parce qu'il n'y a pas de use case. Et que quand tu commences à te lancer et que tu donnes ton avis, on va dire, OK, mais qu'est-ce que tu as mis en place chez toi ? Rien. Donc... j'ai trouvé il y avait quand même des belles enseignes, quoi, tu vois, mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de trucs waouh. Écoute, le deuxième thème, c'était justement l'expérience client, la nouvelle génération. Alors, il faut toujours donner des noms sexy. Donc, c'était la prochaine génération d'expérience client. Au final, ça tourne toujours autour de acquisition, conversion, fidélisation. T'as assisté à des confs intéressantes? T'as vu des techs intéressantes, Laetitia? Alors, des techs intéressantes, non, comme toi. Hein, je suis pas. Alors, peut-être, oui, et encore, je sais pas, mais les Nowadays, une solution néerlandaise qui propose de la gamification autour des programmes de fidélité, mais sinon pas d'effet waouh. Donc un peu de déception. Et sur le contenu en lui-même, les conférences, elles étaient sympas, les titres étaient assez aguicheurs. En revanche, contenu un peu mou, quoi. J'ai pas envie de dire que c'était en surface, mais quasiment. En revanche, ce qui attirait les gens, c'était les marques. On avait du Kiko, on a quand même eu du LVMH, Tendam, je crois que tu connais un peu cette marque, c'est Cortefiel, Springfield, voilà, Clarins par exemple. Donc il y a quand même ce pouvoir chez ShopTalk de faire venir des acteurs internationaux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça parlait beaucoup de la beauty, et à chaque fois, je le dis dans mes interventions, les plus beaux case studies qu'on va avoir sur de la loyalty, ça va souvent être sur de la beauty. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Mais rien de neuf. En fait, on t'explique ce que c'est qu'un programme de fidélité, pourquoi c'est important, parce que tu vas récolter de la data. À partir de cette data-là, tu vas pouvoir faire de la personnalisation. Et à partir de la personnalisation, tu vas pouvoir proposer un programme sur mesure, et tu vas pouvoir insuffler tes valeurs, ton ADN, comment tu peux être très authentique, et surtout créer de la proximité. Moi, j'ai rien appris. J'ai l'impression qu'il me parlait du programme de fidélité de Carrefour et que c'était appliqué à des super belles marques. Sur toutes les enseignes qui en parlaient, il n'y en a pas un qui tu t'es dit waouh, use case intéressant, ou font des trucs. Après, tu les connais par cœur, ces marques, donc ils n'ont pas attendu ShopTalk qui pour annoncer. Il y a pas d'annonce à ShopTalk, quoi. Non, il y a zéro annonce. Et... si t'attends ShopTalk pour faire une annonce, c'est que t'es un loser. Enfin, t'attends ShopTalk pour faire les soirées. Ou non, ou t'es ShopTalk Vegas à la limite, mais bon, tu vas pas annoncer à Barcelone le gros truc waouh, quoi. Donc aucune des enseignes. Et puis c'est rigolo, on a vu pas mal de marques françaises en plus, enfin de Français qui parlent. qui ont parlé, Et après, ce qui est bien avec les Français, c'est qu'ils sont assez humbles, et quand tu leur dis alors ton programme de feed il est génial, non, en fait, ils ont juste de le remettre en place, et je suis juste au niveau 1 du programme. Tu parles beaucoup de feed alors que le thème c'est prochaine génération d'expérience client. Tu sentais que c'était vraiment le focus par rapport à l'acquisition, parler moins d'acquisition et beaucoup plus de feed, et de conversion. Plus de feed, exactement. Parce que loyalty, c'est pas surcoté, c'est mal exploité. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à tous les retailers qui nous écoutent. C'est très mal exploité. Et ce qu'on oublie un peu, c'est le coût d'acquisition client qui est quand même très très élevé, mais c'est aussi un ingrédient clé, la fidélité, pour pouvoir réduire ce coût. Il y a une chose qui est rarement mise en avant dans les programmes de fidélité, c'est la qualité des produits. Mais pourquoi je le dis, c'est parce que là, on a eu que des super belles marques qui ont un super storytelling et un super héritage. Et généralement, ce qu'elles disaient, ces marques-là, c'était ce qu'elles mettaient, elles, en avant. Et c'est comme ça qu'elles arrivaient à acquérir des nouveaux clients et à convertir. Il y a autre chose qui était très important aussi dans ce programme pas dans ce programme, en tout cas dans la définition du programme de fidélité, c'était la proximité. Et que on arrêtait de cloisonner le programme de feed en ligne du programme de feed en boutique, et que ça y est, maintenant, la guéguerre entre la boutique et le en ligne, c'était terminé. Mais moi, je me dis, si on en parle encore, c'est que finalement, c'est pas terminé. Et puis ceux qui peut-être réussissent sont les marques matures qui ont des trucs à raconter, mais la plupart sont encore derrière. Mais c'est ouf que oui, mi-2024, on sont encore à si parler t'en parles, c'est que c'est encore un sujet. Et puis on peut aussi se dire que ça se complexifie de plus en plus, donc c'est pour ça. Et t'as pas encore parlé de ton sujet préféré, influenceur, social. Il y a eu des choses commerce. Ou pas en acquisition, ça a parlé ou pas? Ça a parlé, mais pareil, très peu de métriques. Bien évidemment qu'on va pas te mettre en avant des outils, et puis on va te dire des choses très simples. On t'a parlé de TikTok par exemple ou pas? TikTok était sur les bouches de tous les retailers, même américains, et c'était étrange parce qu'ils n'ont pas parlé de l'éventuel ban de TikTok. Par contre, il y avait l'humilité de dire que moi sur le social media sans TikTok, je suis rien du tout.
Donc, on parlait pas d'Instagram ou très peu, en tout cas des plateformes de méta, mais vraiment, quand tu dis social commerce, c'est du TikTok. La chose importante, c'est que la plupart des marques, et même des très grandes marques, expliquaient qu'elles misaient pas tout sur les gros influenceurs, que là où il y avait vraiment du potentiel, c'était sur les micro-influenceurs, parce que c'est là où il y a les communautés, c'est là où il y a l'engagement, et c'est là où il y a ce qu'on appelle l'attachement à la marque et l'authenticité que la marque peut partager. Et là, ils te partageaient des vrais use cases. La marque t'expliquait ce qu'ils ont mis en place. Mais pas du tout, non. T'avais pas, j'ai mis ça en place avec telle influenceuse. C'était très high level, très slide. High level, okay. Voilà. Il y a eu la CDO, je crois, de Stanley. Alors Stanley, tu sais, c'est ces cups là. Si j'en parle tout le temps. De brûler là, ou je sais pas quoi, voilà. C'est ça. Et elle a évoqué ce truc-là. Et en fait, Stanley, c'est une maison qui a plus de 110 ans. Et qui n'investissait pas forcément dans le marketing. Et il y a eu cette vidéo qui est devenue complètement virale sur TikTok. Et c'est là où elle a pris conscience que, attachement à la marque, et aussi qu'en fait, le social commerce était principalement organique et qu'il fallait arrêter de dépenser. Et c'est pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, c'est le retour qu'elle avait, en discutant notamment avec ses pairs, qu'il fallait arrêter de dépenser dans, pas du viral, mais dans de l'acquisition payante, dans de la pub, et qu'il suffisait juste d'avoir la proximité, comme je disais tout à l'heure, avec tes clients et avec tes influenceurs pour pouvoir bénéficier de l'influence organique. Donc, ne pas sous-estimer l'organique. Et toi, Adrien, du côté de la Customer Journey, qu'est-ce que tu as vu ? À mon image, j'ai vu des choses qui ne sont pas customer, j'ai vu des trucs tech, plutôt omnicanaux justement, mais c'est rigolo parce que toi, tu le mets vraiment sur le client. Qu'est-ce qui se passe avec le client ? Moi, il y a une conférence qui m'a beaucoup plu qui s'appelait Delivering Consistent Cross-Channel Experience, donc comment délivrer des expériences multicanal. Et tu as pareil des très gros noms, Kingfisher, JD Group et Abercrombie & Fitch. Écoute, je te lis tout de suite. Il y a que Kingfisher qui était bien, les deux autres étaient archi bidons. Et Kingfisher, qu'est-ce qu'il t'explique ? Il t'explique ce que tu viens de dire d'ailleurs, le online et offline, il n'y a plus la guéguerre, on est très connectés, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est les deux ensemble. Bon, ça, c'est des messages qu'on entend depuis des années. Mais il nous donne des exemples. Et 3 exemples qui mettaient en avant Kingfisher, c'est 93% des jeunes nous expliquent que 93% des commandes en ligne vont être préparées en magasin. Donc en fait, si t'as pas de magasin, tu peux pas être aussi agile. Donc c'est super parce que tu as tous les magasins qui seront des fulfillment centers. C'est comme si tu avais des mini entrepôts un peu partout. Deuxième chose, un use case super intéressant que j'ai vu il y a quelques années dans un speech Miracle, mais j'y croyais pas trop parce que c'était un peu trop salesy. Mais donc là, en l'occurrence, Kingfisher, je sais pas la plateforme qu'ils utilisaient, on s'en fiche, mais il t'expliquait qu'ils ont intégré en ligne une marketplace et dans leur magasin, tu peux retourner les produits des vendeurs tiers. Donc c'est ouf quand tu penses un petit peu ce que ça implique. Je trouvais ça très intéressant ce use case. Donc encore une fois, comment embarquer les magasins dans ce dispositif. Et le troisième, c'est la location je sais pas comment ça s'appelle, d'une visseuse, d'une perceuse, je sais pas comment on dit ça. Et tu l'achètes en ligne et tu la reçois en 30 minutes. Et c'est possible seulement parce que tu as un réseau de magasins qui est un petit peu partout dans le pays. Bon, là, c'est au UK et tu peux recevoir très rapidement. Donc, encore une fois, un autre exemple où l'e-commerce bénéficie du offline du réseau magasin et vice-versa. Donc, plutôt cool. Et l'autre chose qui m'a fait sourire, c'est encore une fois ShopTalk qui se positionne comme tu vois un peu des analystes. Restez dans votre organisation de salon, mais bon, il faut qu'ils produisent du contenu. Donc ils ont fait une jolie slide, j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, il y a plus de 20 piges quand j'apprenais le marketing, je séchais les cours, c'est pour ça. Non mais bon, tu as le funnel, tu sais, d'acquisition, etc. Donc classique, tu vois, avec acquisition, conversion, rétention. En tunnel, je sais comment on dit, en entonnoir, voilà. Et puis là, tu as une loupe infinie, une boucle infinie. Moi, j'ai trouvé ça élégant parce que ça reprend un peu tout ce qu'on se disait, où en fait tout communique. Tu as d'abord l'exploration, la considération de la part d'un client. Mm-hmm. Ensuite, il a l'inspiration, il va vers la fidélisation, il va vers la communication. Il appartient à une communauté et puis il en parle et ça retourne vers l'exploration, considération. Tu y crois un petit peu à ça ou c'est une vision un peu simpliste de dire que tout est lié finalement et que c'est un petit peu plus horizontal maintenant? Question philosophique là. Masterclass. Là, ça finira en masterclass. Ouais. Non, je pense que tout est lié. Ok, ça me va. Et si vous voulez en savoir plus, le 2 juillet. Exactement, le 2 juillet. Venez et je vous expliquerai exactement le fond de ma pensée. Bon, Adrien, un sujet là, on a passé le micro à 2 personnes et pas des moindres. La première personne, c'est Pete Hoffman de chez Scale, qui est une plateforme e-commerce composable. Et j'ai le plaisir d'être avec Pete. Bonjour Pete. Salut, Adrien, ça va? Ouais, très bien. Alors Pete, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Oui, et tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle société tu travailles? Ouais, alors Peter Hoffman, je travaille dans le monde de l'e-commerce depuis une quinzaine d'années et je suis pre-sales pour avant-vente pour une société qui s'appelle Scale Commerce.
Tu es basé au UK. Alors, on a travaillé ensemble il y a 15 ans, quelque chose comme ça, pendant de belles années. C'était très, très sympa. Et alors, Pete, tu peux nous expliquer avec des mots très simples, Scale, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une plateforme e-commerce. C'est très modulaire et ça permet aux entreprises d'assez grande taille de choisir en fait qu'est-ce qu'ils veulent dans leur plateforme e-commerce, mais sans trop de travail. C'est pas une truc boîte à outils où il faut tout construire, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu es dans le monde composable des on va dire headless, des solutions, des plateformes modernes, c'est ça? C'est ça, tout à fait headless, tout à fait moderne, API first, et on peut choisir. Est-ce qu'on veut l'OMS de Scale? Est-ce qu'on veut le PIM de Scale? Ou alors on utilise un autre outil, third party, et c'est tout à fait notre choix. Mais si on veut utiliser ce module de Scale, c'est tout à fait out of the box. Et puis justement, redis-moi alors les composants. Donc il y a le PIM. Est-ce qu'il y a du search par exemple? Voilà, search, promotion, tout ce qu'on attend. Marketplace, vous avez aussi? Voilà, tout à fait. Ça c'est pas mal. Le marketplace. Et en fait, à l'origine, on vient de la marque About You. Donc c'est dans le monde du mode, très grande entreprise en Allemagne. Ils ont utilisé l'infrastructure et la technologie qu'ils ont créée pour créer Scale. Donc tout a été utilisé par une entreprise à grand niveau. Donc tout est prêt, voilà, pour ce monde. Alors nos clients Dykeman, Manchester United, ils ont la possibilité d'utiliser à Scale, quoi. Vous êtes combien de personnes chez Scale? Alors, on est 350. Ça te change de Salesforce avec les quand même, dizaines de milliers, etc. Quel changement. Mais aussi, on a About You derrière nous. Ouais. Et là, c'est des milliers de gens aussi. Donc, on a la grande entreprise derrière nous, si tu veux. Et alors, dernière question pour toi. Comment tu trouves ce salon? C'est la première fois que tu viens ici à Barcelone pour ShopTalk? À Barcelone, tout à fait. J'étais à Copenhagen chez ShopTalk dans le temps. Je trouve ça très, très sympa. C'est quali. Tu as des bonnes discussions? Voilà, très bonnes discussions. Il y a des présentations très pointues, très intéressantes, et surtout on voit toutes les sociétés, tous les logiciels qui nous intéressent, quoi. Tout est là. Tu sens que c'est international le salon? Oui, beaucoup. Je parle avec des marques et des retailers de l'Angleterre, des États-Unis. Vraiment, tout est là. Ouais. Super. Dernière question, est-ce qu'il y a une annonce particulière que vous faites ou il y a quelque chose une actualité pour 2024 pour Scale? Alors, pour nous, ce qui est grand, c'est les États-Unis. On va très très grand aux US. On a déjà embauché une quinzaine de personnes dans juste quelques mois. Donc c'est le gros focus cette année, voilà. C'est les États-Unis. Voilà. Attends, et on vous attend en France alors? Les États-Unis, c'est bien, mais faut prendre le bateau ou le train là. Il faut venir. Ça va être très très bientôt, j'espère. Hein. On a déjà des discussions. Mais j'espère les accélérer. Ok, super. Pete, merci beaucoup. Bonne fin de salon et merci encore à toi et à très bientôt. Merci, avec plaisir. Hein. Et on a eu la chance d'échanger avec une petite start-up pas très connue en France, Algolia, et sa CEO des États-Unis, Bernadette. And we are here at ShopTalk Barcelona with Bernadette from Algolia. Bonjour Bernadette. Bonjour Bernadette. Hi Bernadette, we are very happy to be here on your booth at ShopTalk. So just introduce yourself. Who are you, Bernadette? Sure. Bernadette Nixon, CEO of Algolia. I've been with the company now over 4 years. And Algolia is a search engine. So we drive search and discovery experiences for 17,000 customers. And we have almost 2 trillion transactions on the platform a year. We are so happy to have you. I mean, Algolia is a very famous French brand, and you are the CEO of this company based in Boston. So you are here in Barcelona. Maybe you have this global view on the market. Can you share with us how you see the European market compared to a US market? Yeah, it's interesting because if I go back 3 or 4 years, everybody was talking about composable architectures and headless architectures much more in Europe than in the States. Now, across the globe, there is no more discussion about, whether you need a composable architecture to support the speed at which a retailer needs to operate online. Now it's a given. So, but I do think that Europe actually led the way with that trend. Bernadette, speaking about the evolution of the search and especially about GenAI,
What is your position on that? Sure. I mean, GenAI has so many different use cases, but we did some user research recently and it was really quite fascinating. We surveyed consumers as well as merchandisers, and we all expected the number one use case to be conversational commerce, and it wasn't. The number one use case that both consumers and merchandisers wanted from GenAI was shopper guides. So if you're a luxury brand, it might be gift ideas for Mother's Day or Valentine's. If you're more of an electronics type brand, more technical, it might be, I want a TV that's great for gaming rather than streaming. And so that was actually the first, the use case that ranked the highest, not the conversational commerce. But the two things kind of work hand in hand, because then you've got the buyer's guide that feeds and provides a richer experience when you get to the conversational commerce side of things. 20 years ago, when I started this e-commerce in the e-commerce field, I remember we used to say, I don't know if you remember this, we used to say that the search box on a website is the voice of customer, VOC, right? Because he's typing, he's really talking. But it was 20 years ago. Now we are there. It's really this, you know, they talk as they talk to someone. That's it, exactly. And we see it in our data as well. I mean, with the advent of ChatGPT over the last 18 months, we're seeing it impact user behavior, and the number of words in a query is elongating now. Not in every brand, but in many sectors. Bernadette, Shop Talk is a very famous event, and I'm pretty sure that you came here with some news, big news from Agolda. What are these news? Sure, there's two or three things. So first of all, I'll start from a customer perspective. So we announced a great partnership with JD Sports, and we had Ariana Parisi, who is the Chief Digital Officer, here with us at the booth doing several interviews. So that was absolutely fantastic. And so we issued a press release on that as well recently. In addition, we also announced some new products. And there was some user research around a number of these items too. So, for example, McKinsey came out with a study recently that said 70% of retailers are struggling to personalize things for their consumers, for their loyal customers. That's exactly what we took into consideration with our new AI personalization. It's designed to be so much easier in terms of personalizing for the brand, so that you get a better customer experience and you get more conversions. Can you just explain, give me a real use case on this one, what it means? In the search box, I will ask something specific and the product will be customized, personalized? Yes, absolutely. And so, for example, we can detect what you're looking at on the website through the click and conversion events. And as a consequence, we can tell that you have an affinity for these brands or these types of products or these sizes of products. And therefore, we can then personalize in session what we serve up to you, what the brand serves up to you. So, for example, if you're searching for something and I'm searching for something on the same site, but you will quite probably, if the brand is implemented well, which is so easy to do now with our new AI personalization, you'll get a different set of results than I will. So you will get a set of, if we're looking for TVs, you would get a TV that was better for gaming. I would get a TV that was better for streaming. This is where merchandising and merchandising are coming together. Totally. Because you have all those data and you have consumer behavior or like browsing data. So exactly. Yes. And then with us also, you can take business metrics into consideration as well. So it's really a beautiful cocktail that you can put together, and it's simple to set up. Bernadette, you're talking to a lot of brands. Can you tell us what are their preoccupations or what are their mindset now? Yeah, so I would say that whilst I was here at Shop Talk, there was one word that comes to mind from what I heard from a lot of different existing customers and prospects that we've been speaking with, and that is seamless commerce. So it's going from the buyer's journey, the customer journey now is through a plethora of channels, and how do you connect to that journey? From in-store to online to on social. That's what people are seriously focused on right now. And then the advent of retail media networks, and how do you serve the right information to your customers, and how do you as the brand monetize that in the right way? So it's been really interesting. I would say seamless commerce is one of the key
trends I've heard this week. I have a problem with this because it's like 20 years ago, it was the same because we live in a world that is getting more and more complicated. Mm-hmm. So I can predict that in 5 years, we'll talk about seamless commerce in 10 years, but it's getting so much more complicated because you have more data, more channels, more interaction. The consumer is completely crazy. So they go all the way. Do you see this in your platform? 100%. I mean, I saw 3 customer presentations this morning, and to address that, part of what they talk about is having a customer platform, a CDP, a customer data platform. The interesting thing is that unless they set it up correctly, they're missing the highest intent data. You need your search data in there because that is the highest intent data that you can have of any of your properties. So yes, omnichannel, now it's called seamless or unified commerce, but yes, similar. Bernadette, what are the other insights that you can share with us with a special focus on Europe? Well, I don't know if UK is part of Europe anymore, but maybe you do have some things about UK to share with us. Yeah, sure. We did some research in the UK market actually just recently, and we found that 1.7 billion pounds worth of revenue is not realized purely because of poor search. So I'll give you 2 examples. If you, and this was research that was done with Gen Zs and millennials, and if they were searching for the Y2K aesthetic or the clean girl aesthetic, they're not getting anything. They're not finding anything on most of the retail sites. And so that's 1.7 billion pounds worth of revenue that brands are losing because they have a poor search experience. So thank you, Bernadette. What if the audience wants to know more about you and about Algolia? We would welcome them to come to algolia.com. And next week on Tuesday, we are having a conference in Lille where Algolia will also present the announcement and we'll share what you are doing here. So hopefully some of our audience can join us also in Lille. Thank you very much, Bernadette. We are so happy to have you. Thank you for sharing everything. We know that you are very busy. You told us that during the last 8 weeks, you spent just a couple of days at home. So thank you very much for your time and have a safe trip back to the US. Thank you so much. Thank you for inviting me. Alors Adrien, le 3e thème, c'est Brand Power, le pouvoir des marques. Tu as assisté à 2 conférences. Non, en fait, j'en ai assisté à plein, mais tu m'as dit, Adrien, tu n'as pas le droit de parler. Donc, j'ai déjà sélectionné 2. Il faut sélectionner. Et juste avant, tu m'as dit, c'est trop long. Sélection naturelle. Toi, tu vis, toi, tu mords. Voilà, exactement. J'avais une dizaine de... Mais si vous voulez en savoir plus, c'est la semaine prochaine. J'aurai peut-être plus de temps pour vous en parler. Écoute, la première, c'était le premier jour en plénière, juste après que ShopTalk explique qu'ils sont les plus forts, les meilleurs. Il y a eu une session plénière le jour 1 avec Currys. Est-ce que tu connais Currys? Mais alors, j'ai connu parce qu'ils étaient déjà intervenus à Vegas. Ah, et ben écoute, je connaissais pas du tout. Alors, c'est quoi le nom? C'est un Fnac Darty. Tu veux faire la présentation? Non, c'est exactement ça. Moi, je connaissais pas du tout et c'est exactement ça. Ils sont, c'est une chaîne de magasins au Royaume-Uni et en Irlande. Ils sont spécialisés dans les produits électroniques grand public. Et effectivement, vu qu'ils ont un accès ils ont un axe très serviciel, la meilleure comparaison, c'est Darty. Ils ont 300 magasins et c'est une boîte qui existe depuis 1884. Et donc, le thème de la conférence, c'est comment on se réinvente aujourd'hui pour une boîte comme elle, pour les consommateurs d'aujourd'hui. Donc là, quand on parle de brand power, de puissance de marque, le thème est bien choisi. Eh bien, écoute, l'axe qu'ils ont eu, il était autour de 2 aspects qui pour moi, ça n'était vraiment pas naturel de penser comme ça. Le premier aspect, c'est le serviciel et le deuxième, c'est la seconde main. Et finalement, quand tu regardes Darty, ils ont fait exactement ça. Donc, c'est pour ça que c'était rigolo d'écouter Currys, que je connaissais pas du tout, qui parlait de ces choses-là. Et ils ont aussi un aspect très social qui est hyper important parce que je suis allée voir sur leur site parce que le mec qui était en stage, j'en parlais, mais moi, à sa place, j'en aurais parlé beaucoup plus. C'est sur le volet un peu... comme je le disais, sur le volet social, pas social commerce, mais vraiment social, où ils proposent de participer à l'inclusion numérique de leurs clients, parce qu'ils savent très bien que leurs clients d'hier, donc ceux qui achetaient leur four ou leur télévision sur ou chez Currys, aujourd'hui, il y a peut-être une petite disparité ou une distance avec le online, et c'est pas leurs clients qui vont venir online. Donc ils proposent des cours, ils proposent d'aider ces gens-là, ils émettent aussi pas mal de rapports sur ce que tu disais, la circularité, mais aussi l'inclusion. Donc, ils ont un peu ce côté un peu, je sais pas moi, comment on dirait ça. Ce côté sociétal, quoi, hyper important.
Ouais, les deux aspects justement qu'on a vus lors de cette conférence, c'est le service et la seconde main. Le service, où il l'expliquait comme un Darty finalement, où ils vendent des iPhones, etc., que tout le monde vend. Donc, ils peuvent pas se différencier dessus. Donc, la différenciation, elle se fera sur le service, la réparation, l'accompagnement, les garanties, le crédit, etc. Et il expliquait justement que quand tu vends du crédit sur 20% des commandes, ils mettent un crédit, tu avais 70% de chances de plus de faire un autre achat. Donc, c'est une manière de mettre de la loyalty. Quand on parlait tout à l'heure de feed, ça peut être, oui, des points, des programmes, etc., mais ça peut être d'autres choses comme du serviciel qui va te permettre de t'engager plus avec la marque. Et ils ont du coup mis en parallèle deux concepts. J'aimerais bien savoir si tu les avais déjà entendus ou pas. C'est celui, alors je sais pas comment on traduirait en français, la functional loyalty. La fidélisation fonctionnelle, ouais, ça veut rien dire. Donc functional loyalty, c'est vraiment un truc où on va t'aider genre 6 mois avant de changer ton laptop pour le nouveau modèle. On va te dire bah écoute, tu vas pouvoir le changer, on va le récupérer, on va te le changer, tu le recevras, etc. Versus le loyalty émotionnel. Et tu dois bien connaître ça parce que les marques fashion, luxe, etc. Ils y sont. Ce qu'il expliquait, c'est que pour lui, il avait aucun intérêt à vendre par exemple un iPhone, mais son intérêt c'était de vendre un iPhone, mais que l'ancien iPhone soit sur le marché du reconditionné. Et c'était là où il avait gagné la bataille. Et sur cet aspect seconde main, quelque chose j'avais du mal à y croire quand je l'ai entendu, c'est qu'il se fait plus de marge que sur le neuf. Donc en fait, c'est un cycle vraiment vertueux. Et il y a une autre phrase, justement qui résume bien un petit peu tout ça, c'est sur la cannibalisation, où ils prennent du recul sur tout ça. Ils se disaient, je préfère qu'on se cannibalise nos propres ventes plutôt que ça soit quelqu'un d'externe qui le fasse. Donc en fait, la discussion du neuf versus seconde main, il s'en fiche. Il va vendre ce que le client veut, et puis tant que le client est content, il préfère. Intéressé. Oui. Ouais, c'est finalement avoir truc. Mais ça revient sur le thème de la brand power, de donner ce que le client veut et de continuer à avoir tout ça. Adrien, on a assisté à une autre conférence qui était très intéressante pour ma part. J'ai adoré. C'était ta conf. C'était ma conf. Oui. C'était pour toi. Non, mais bon, moi je connais, mais de très très loin. C'était le CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, qui. Il m'a ajouté sur LinkedIn. C'est vrai. Ok, merci pour cette information. On ne coupera pas. Ça montre l'ego trip, le melon. Pardon, donc si vous n'êtes pas CEO minimum d'une grosse boîte internationale, voilà, ça ne fait rien. Mais parce que je l'ai cité sur ton post, c'est pour ça. Bon, ok, d'accord. Mais moi, il m'a pas ajouté, tu vois. Il a dit c'est qui cette bouffonne, bon, je vais aller voir. Si on recentre le débat sur ce qui est intéressant, sur ce qu'il a raconté. Alors moi, Kiko, je connais de loin, mais alors je suis pas du tout client et ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, j'écoutais quelqu'un que je fréquente depuis 5 ans qui me raconte les mêmes choses. Donc tout ce qu'il racontait, etc., sur la beauty, sur le secteur. Et d'ailleurs, il y a eu plein de parallèles avec L'Oréal, ce que nous disait Asmita. C'est la même chose. C'est copier-coller, donc c'est hyper intéressant parce que c'est la même chose, mais vu par un acteur qui a qu'une seule marque, mais une multitude plus petit, mais qui a beaucoup de magasins, et qui a beaucoup de services. Ouais, et ce qui m'a bluffé, j'aimerais bien avoir ton avis, c'est qu'ils sont en croissance. Alors là, on y croit vraiment parce que tout le monde va te masquer les chiffres et tout ça quand ils t'expliquent qu'ils vont ouvrir 80 magasins et qu'ils sont en croissance et qu'ils essayent plein de trucs. Tu te dis, j'aimerais bien être à sa place pour le coup. C'est une marque que tu suis beaucoup? Ouais, c'est une marque que je suis, notamment via les réseaux sociaux, parce que c'est une marque qui a tout compris. D'ailleurs, il l'expliquait, Simone, il a beaucoup investi sur l'influence, sur les réseaux sociaux, notamment avec les micro-influenceurs. Kiko Milano, quand ils lancent un nouveau produit, ils vont pas faire appel à un ou une grande influenceuse dans un premier temps, mais ils vont faire appel aux communautés qui les suivent. Et le deuxième aspect qui est très important chez Kiko, c'est les collaborations. Et les collaborations avec d'autres marques. Pas des marques de beauty, mais par exemple un Netflix. Là, je pense que tu vas être complètement sous l'eau. Je vais t'expliquer qu'il y a eu la saison, je ne sais plus laquelle, 3 ou 4 de Bridgerton, qui est un des blockbusters de Netflix. Ils ont lancé toute une collection de maquillage avec Kiko Milano. Tu as eu la même chose aussi avec Barbie, Mattel, enfin voilà. Donc, c'est quand même une marque qui est très présente dans le quotidien de la Gen Z, du coup, parce que si tu parles de Barbie ou de Netflix, ça parle vraiment à cette génération-là. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est le produit. Le produit, il est abordable. Kiko Milano, c'est pas un La Mer ou un Clinique ou même un Clarins. On est vraiment sur du produit un petit peu plus abordable, mais qui a les codes du luxe et qui a compris que pour aller acquérir des clients, il fallait avoir créer de l'engagement. Comment tu crées de l'engagement? C'est du contenu. Comment est-ce que tu as du contenu? Tu vas sur le social et tu trouves les bonnes personnes qui vont délivrer le bon message au bon moment. Il a balancé tous les mots-clés que tu me balances tous les jours matin, midi, soir. Gen Z, influenceur, social, média, content créateur, etc. Exactement. Donc, bonne session. C'était aussi beaucoup de Kiko, on est les plus forts, on est les meilleurs. Mais pour le coup, il y avait vraiment une belle histoire à raconter et il a réussi à le transmettre. Il parlait très bien.
comme tu le disais en introduction, la beauty, c'est un secteur qui est, c'est pas sinistré, absolument pas, mais c'est hyper concurrentiel. Non, mais c'est archi. Alors, Comment tu expliquais pour venir et tu vas dire, allez, moi, je vais mettre la pâtée à un Sephora ou non, chez et Betty. il expliquait aussi en intro, tu te souviens que tous les influenceurs lancent leur marque, que chaque semaine, il y a des nouvelles marques, donc c'est archi concurrentiel. Donc, c'est pour ça que c'est admirable. Sur les magasins, il expliquait qu'il avait testé des trucs de dispositifs, de tablettes et tout ça, et que ça marchait pas, les gens veulent du réel. Donc, en fait, ce qui marche pour les autres marche pas forcément pour lui. Il expliquait ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je trouvais une session, déjà, il parlait bien, c'était un beau parleur, et en plus, c'était intéressant ce qu'il disait. Sur cette partie un petit peu de brand power, qu'est-ce que t'en retiens avec toutes les confs que tu as pu assister? Bon, mes petits takeaways, la fidélisation. On n'a pas parlé d'une marque très importante aussi dans la beauty, c'est ELF. C'est une marque de beauty qui est 100% digitale, et c'est l'authenticité de la marque. Comment est-ce que tu vas nourrir l'authenticité de ta marque? À travers un programme de feed. L'aspect aussi très important, c'est les relations humaines. Ok, vous avez beau avoir un super beau site, un super beau bot, tout ce que vous voulez, rien ne remplacera l'interaction avec un assistant personnel physique. Et c'est exactement ce que nous racontait Kiko, qui nous expliquait qu'au travers des services qu'il avait mis en place en boutique, il pouvait maintenir justement ces relations humaines. Donc les services, c'est hyper important. Bien évidemment, les communautés. On l'a vu avec l'exemple de Kiko, mais aussi ELF. On a vu aussi Clarins qui nous a beaucoup parlé. Et il y a un aspect aussi très important, l'équité et l'identité de la marque. Ne pas se perdre et ne pas se trahir. Quand vous êtes une marque qui a un fort héritage, une forte histoire, comme notamment le groupe Estée Lauder, si vous voulez une proximité avec vos clients, il va vraiment falloir jouer carte sur table et dire la vérité sur vos produits et sur votre héritage. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, le dernier aspect aussi, c'est la data. On n'a pas trop parlé, mais vraiment, quand vous avez une stratégie d'influence et tout ce qu'on vient de se raconter sur les communautés et le social commerce, qu'est-ce que vous faites de toute la data qui a été récoltée? Comment est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter? Et souvent, ce qui était partagé, c'était justement le mot partage. C'est tu récupères de la donnée client en échange de quelque chose. Et on revient dans la discussion de la fidélité, de la loyalty, etc. On arrive à la conclusion. Laetitia, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement avant qu'on parle un petit peu des autres thèmes? Écoute, sur l'événement, je l'ai trouvé... Au début, dans mes notes, j'avais mis petit mais efficace. C'est pas petit, c'est à taille humaine, voilà, mais c'est très efficace. C'est pas la NRF, c'est pas Shoptalk US, ça a vraiment son identité à part, même si on retrouve des ingrédients des autres éditions très américaines. Mais voilà, ce que j'en retiens, c'est que c'est efficace et à taille humaine. J'y étais l'année dernière, je crois que tu pouvais pas y aller, je sais plus pourquoi. Parce qu'on ne me laissait pas y aller. Hein. Okay, bon, bref. Sinon, j'avais un procès. Et donc, du coup, malheureusement, heureusement pour toi, tu es optimiste, mais moi, j'avais des attentes un peu plus hautes pour cette édition, parce que l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, je suis pas déçu, mais je trouve que oui, effectivement, il y a plus de monde, c'est tout plus mieux, mais peut-être que la qualité est un petit peu diluée. L'ouverture, j'ai adoré. Tu vois, on parlait de parité. Je trouvais ça très bien qu'effectivement, ils l'ont dit sur on stage. Ils vont essayer d'avoir de la parité au maximum. Tu as énormément d'enseignes qui parlent et qui sont très prestigieuses. Franchement, les noms qu'ils ont réussi à faire venir sont extraordinaires. Malheureusement, sur le contenu, là, il y a des petits loupés. Tu as des jolis noms, mais parfois, c'est très, très vide. Donc ça, c'était difficile. Et puis, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit. Alors oui, tout est en anglais, mais il n'y a pas de slide. Alors, c'est cool de ne pas avoir de slide. Moi, j'ai assisté à des confs. Il y en a quelques-unes où il y a des slides, mais bon, les plénières, il n'y a pas de slide. Il y en a beaucoup, il n'y a pas de slide. Moi, j'ai assisté à une conf très rigolote. C'était plutôt en format interview et panel. Et en fait, tu avais un compteur et tu voyais le compteur et ils appuyaient sur un truc pour te couper la parole. C'était violent. Ouais, bon, un peu trop hardcore, mais bon, le fait qu'il n'y ait pas de slide, si jamais tu n'es pas dynamique, si tu n'es pas structuré, si tu n'apportes pas de valeur, ça peut être très long et difficile. Donc voilà, écoute, sur l'événement en tant que tel, je trouvais ça plutôt cool. Ça reste un événement intéressant. Sur les tendances, ici, t'en as pensé quoi? Écoute, moi, je trouve que les tendances, elles sont ce qu'elles sont. Elles se confirment au fur et à mesure des événements. Les programmes de fidélité, la gamification, la conversion, social commerce. Bon, c'est juste pour l'IA où vraiment, je suis hyper déçue. Toi, tu trouves que c'était partout. Moi, je trouve que c'était soit absent, soit maltraité, ou les deux. Et ça prouve que quand on voyage et qu'on va aux États-Unis, ils sont quand même, j'ai pas envie de dire en avance, mais en tout cas, dans les usages et la communication et un peu le fake it until you make it, ils sont quand même un petit peu plus en avance qu'ici. Là où moi sur les tendances, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Donc oui, overdose IA, mais en fait sur les conférences dédiées IA, elles étaient moyennes, mais par contre l'IA était partout.
C'est-à-dire toutes les conférences, même qui ne parlaient pas d'IA, à un moment donné, il y avait ce sujet d'IA. Donc, c'est un sujet qui est devenu transverse. Donc, finalement, tant mieux. C'est peut-être la réussite. C'est le fait que ça soit quelque chose qui soit transverse. Il y a un concept qu'on a beaucoup parlé en off, Laetitia, et qu'on retrouve beaucoup. C'est le manque à gagner. Tu vois, le fait de se positionner maintenant, si on te dit on va te générer plus d'argent, personne n'y croit. Par contre, si on va te dire on va te diminuer ton coût, et surtout aujourd'hui, je prends un exemple sur la gestion des retours, tu as 5% de gestion de retour, tu as 5% de retour et on va réussir à te le diminuer. Ou alors sur ta recherche, il y a plein de recherches qu'on va pouvoir récupérer, etc. Sur ces missed opportunities, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc le discours, il est adapté. Tu vois, à l'époque où tout allait bien, tout le monde grandissait bien, et puis maintenant on est un peu plus là-dessus. Rien de waouh sur les tendances, donc j'étais un peu déçu. À chaque fois, je ressors avec une pépite, un truc waouh, où je suis tout excité. Là, malheureusement, c'est pas que je suis blasé, parce qu'en fait, régulièrement, je vois des trucs qui sont waouh, mais voilà, un peu déçu sur ces tendances. J'aimerais bien avoir ton avis sur un autre truc sur les tendances. Zéro sustainability. Il n'y avait pas une seule fois on en a parlé. Même aux US, même si c'est bullshit, ils en parlent, non? C'est alors, pas je bizarre? crois qu'aujourd'hui, il y avait une session et même un truc en mode Inclusion, Women in Tech. Mais s'il te plaît, à 14h, dernier jour, il n'y a personne. Il n'y a personne, tout le monde se barre à midi. Ah ouais. Alors peut-être c'est vrai qu'il y avait des sessions, on n'a pas assisté, mais en général, on a bien regardé le planning. En fait, je crois vraiment, Adrien, que ce n'est pas la préoccupation du monde parce qu'il y a des guerres, il y a l'inflation, il y a toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Bon, on s'en fout que la planète brûle, puisque de toute façon, ça brûle déjà d'une autre manière. Mais ça, tu ne me feras pas la conclusion, tu me rappelleras de te laisser de côté, de me laisser moi en optimisme faire la conclusion. Deux autres choses que je voulais terminer sur les tendances. Loyalty, t'en as parlé, moi je crois que c'est le mot qu'on a utilisé le plus dans dans ce truc. En plus, c'est dégueulasse, on le met en anglais. Donc c'est quoi? C'est la feed. La feed, ouais. Je dirais ça comme ça. Mais je crois que c'est même pas encore que ça. En tout cas, les promotions, la feed, les programmes d'engagement avec ton client, que ça soit gamification ou pas, que ça soit avec du paiement ou pas, que ça soit in-store, online ou dans l'app, etc. Dans tous les sens, c'était des sujets qu'on retrouvait partout, un petit peu voilà comme l'IA, c'était transverse, il y avait plein de stands, il y avait plein de tech, mais du coup c'est blanc bonnet blanc parce que ça se ressemble beaucoup. Et la deuxième chose, et je termine avec ça, c'est le magasin, la place du magasin. Il est toujours là, il est pas mort, il est pas non plus, on se ment pas à dire on va faire tu vois Minority Report, on va mettre des écrans partout, etc. avec de l'IA. Non, il est là, il est dans le dispositif. On continue à avancer, à se dire ça fait partie d'un tout. Donc je trouve que c'est tempéré et que c'est équilibré, donc c'est plutôt cool. On termine le troisième point sur la conclusion, sur l'écosystème, Laetitia. Alors justement, toutes les boîtes, toutes les rencontres qu'on a pu avoir, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, c'est absolument pas local tout ça. Hein. Ça reste un écosystème très américain, en tout cas anglo-saxon, avec un peu de français. Donc, comme je le disais en introduction, c'est tout le monde se retrouve ici à Barcelone. C'est un petit peu leur one-to-one Monaco aux Anglais et aux Américains. Mais là où ça contrebalance un petit peu mon pessimisme, c'est qu'il y a quand même de très belles marques. Et moi, j'aime bien quand il y a des belles histoires. Alors, des belles histoires, non, parce que c'est ce que je disais, les histoires sont un peu plates, mais ça fait venir du monde, ça fait venir le chaland. Donc du coup, j'espère qu'il y a eu du business. Après, il y a quand même des absents. On parlait de TikTok, on parlait de Meta, je les ai pas vus, tu vois, il y a pas de stand. Mais il y a Amazon, pour contredire ce que tu dis. Oui, on le voit jamais, donc c'est rigolo. Il y a Amazon. On n'a pas parlé aussi non plus de Shein ou de Timo. De toute façon, on parle pas de la Chine ici. Ouais. Hein, on oublie que TikTok est un acteur chinois. Donc, quand Shopping va débarquer, t'inquiète pas que l'année prochaine, ils vont tous se chier dessus. Mais c'est exactement ça. Là, littéralement, dans quelques semaines, il y a TikTok Shopping qui va débarquer partout en Europe, dans plusieurs pays. Il n'y a aucune solution e-commerce qui en parle ou quoi. Enfin, il y a quand même des révolutions qui sont en train d'être opérées. On est dans la gestion du présent, dans la gestion de l'urgence, donc il y a peut-être aussi... Oui, mais tu vois, peut-être avoir des sessions, et tu le disais, sustainability, ok, comment est-ce qu'on fait pour vendre, mais produire moins? J'ai pas envie de dire s'inspirer technologiquement d'autres plateformes comme les plateformes chinoises, mais au contraire, qu'est-ce qu'on en tire de l'avènement de ces plateformes qui détruisent tout sur le marché? Et puis, on n'a pas parlé des people. Moi, à aucun moment, on a parlé des gens ici. Des vendeurs en magasin, des gens qui font le commerce en général, absolument pas. Alors, c'est peut-être pas la place. Ouais, je crois que tu vois, pour revenir sur l'intro, ShopTalk, c'est très web, digital. C'est peut-être ça. Ouais, mais tu vois, comment est-ce que t'aides tes magasins? Tu parles de multicanalité, mais comment est-ce que t'aides tes vendeurs? Et en plus, ils mettent ça en thème principal, donc je suis complètement d'accord. On a parlé des vendeurs. Alors si, on leur dit, voilà, c'est des vendeurs, ils ont des applications et c'est génial et ils vendent du service. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pour améliorer leurs conditions qui sont de plus en plus compliquées? Adrien, de ton côté? Sur l'écosystème, sur l'écosystème. Non, moi, écoute, je reste quand même très bonne qualité. Il y a un truc qui fait toute la différence. C'est comme dans les mariages. Ce qui compte, c'est pas la taille des gâteaux, etc. La musique, etc. C'est l'ambiance. Et l'ambiance, elle est cool. Donc, du coup, moi, j'ai adoré. On est à Barcelone. Il fait beau. Les gens, ils laissent leur badge. Tu peux parler avec n'importe qui. On a eu des rencontres extraordinaires comme ça autour d'une table et tout ça avec du très bon niveau. Dans notre bureau au soleil.
Voilà, c'est ça. Ouais, ça, côté on des était, food trucks. par terre, ouais, c'est ça, avec la pizza. Non, mais en fait, vraiment, les discussions sont faciles. Tu sens que c'est une petite parenthèse dorée. À côté de ça, dans les discussions, tu sens aussi que c'est très dur pour tout le monde, que le business que les affaires vont au ralenti. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cet événement-là, et qui me rappelle celui de Miami d'ailleurs, c'est la facilité des échanges. On ne regarde pas bizarrement. Nous, on est deux petits Frenchies qui débarquons, et ben on va nous parler pendant 40 minutes, à nous expliquer ce qu'ils font, etc. Alors qu'on sait qu'on n'a rien à acheter, qu'on n'a rien à vendre. Donc plutôt cool. Mais sinon, de rien, la bouffe, tu mettrais quoi comme note? Bah non, moyen. Je m'étais souvenu que l'année dernière c'était mieux, mais en Tu fait me l'as survendu, tu m'as dit, tu verras, la bouffe, c'est exceptionnel, c'est nul. génial. Bah non. La queue, et du coup, je mange en décalé, je mange Arrête, pas. la queue, ça va, c'est pas Oui, Vivatech. on était à 11h59, c'est pour ça. Non, si tu manges normalement. D'accord, ok. Non, à Vivatech, on mangeait pas du tout parce qu'il y avait pas du tout la place. Non, parce qu'on n'a pas le droit de manger. Enfin bref. En conclusion, Laetitia, si on te propose de revenir l'année prochaine, enfin si on nous a pas viré, est-ce que tu reviens ou pas? Ouais, Mais bien sûr que je reviendrai juste pour vérifier qu'on pour le parle soleil pas de ou la pour même le chose. pour le shop Alors talk? déjà pour le soleil, ça c'est sûr, c'est incontestable. Et puis pour les belles histoires qu'on a à entendre ici et les gens qu'on a à rencontrer, parce que on l'a pas dit, mais suffisamment, je trouve, on rencontre vraiment de belles personnes. Bah moi aussi je reviendrai parce que tu me demandes. et je reviendrai parce que c'est un événement à taille humaine, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se balader, rencontrer les gens, etc. C'est peut-être un chouïa trop long, mais ça on se plaint à chaque fois parce que la dernière demi-journée n'existe pas. La première demi-journée elle commence à 14h, donc en fin de compte ces trucs décalés un peu foireux. Mais j'ai trouvé ça très très cool et ouais. Et bon, ce qui est toujours bizarre, c'est d'avancer plus vite avec des Français ici que quand on est en France, mais bon, c'est le but du jeu. Et on rencontre plein de tech, plein de gens, plein de retailers qu'on connaissait pas du tout, donc très très cool. Donc on reviendra si on est invité, bien sûr. Laetitia, c'est quoi la suite? La suite, eh bien, nous vous proposons d'aller un petit peu plus en profondeur de tout ce qu'on s'est raconté là en 20 minutes. Non, je déconne, je crois qu'on est plutôt à 50 minutes. Venez nous voir, c'est Back From à Lille le matin, le 11 juin, mardi 11 juin, et Back From à Paris le 11 juin après-midi en format happy hour. Venez nombreux, c'est backfrom.com, back-from.com. Non, je vais le faire comme les gens qui disent back-from.com. Bon voilà, autre chose ici le 20 juin. Autre chose, le 20 juin, eh bien, c'est notre fameux store tour. On est presque complet. C'est réservé uniquement aux retailers. Il reste 2 places. On vous propose de visiter un certain nombre de magasins qui brillent pour leur omnicanalité. Et enfin, Laetitia, le 2 juillet prochain, c'est le lunch de l'e-commerce. C'est le dernier de la saison avant de se revoir en septembre. Venez nombreux et nombreuses, c'est ouvert à toutes et à tous. Et puis j'annonce, on fera le matin la masterclass. Allez, comme ça c'est dit. Et on peut plus revenir en arrière. Le 2 juillet au matin, on organise une masterclass. On n'a pas le thème, mais on fait avant de finir l'année. Voilà, exactement. C'était la journée du partage. Voilà, exactement. Il n'y a pas de lien d'inscription pour le moment, juste notez-le. Et puis voilà. Bon, allez, c'était un épisode très long, malheureusement, je sais pas, mais c'était en tout cas des journées longues. Et on s'arrête ici. À la prochaine, Laetitia. À la prochaine.